chers téléspectateurs. Nous allons, dans notre deuxième rubrique, nous allons nous permettre aussi d'apporter des réponses appropriées au ministre de la fonction publique, porte-parole du gouvernement, Gilbert Bawara. Vous savez, ces derniers temps, il est devenu vraiment, c'est pas présent il est présent partout. C'est lui comment l'appelle-t-on, le menteur de la République, si je peux l'appeler ainsi, puisque il se promène de plateau en plateau pour mentir au nom du gouvernement togolais. C'est comme si tout le monde a dit finalement, bon, il est devenu expert, ils vont le regarder. Mais je vais d'abord dire à M. Bawara d'aller demander à M. Nathiaba, Fambaré Nathiaba, que le zèle de M. Nathiaba était plus, était plus fort que ça. Mais tu as vu, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il faisait ses ailes dans l'espoir que lui aussi devait, en tant que vrai fils du Togo, devenir président un jour. Mais lorsque son tour était arrivé, vous avez vu ce qui s'est passé. On l'a bloqué au Bénin, on a amené les sorciers blancs à Charles de Bache, en avion privé, pourtant les frontières étaient fermées, il a atterri, il est venu charcuter la constitution togolaise, et on vous a empêché, on a empêché M. Nathiaba d'être président. M. Bawara, votre sort aussi risque d'être aussi lamentable et pitoyable, puisque lorsque la méchanceté ne reconnaît pas ses enfants, ce régime, je sais que ce régime va vous engloutir à un moment donné, comme il en a déjà fait à certains que tu connais. Je tais les noms ici, mais ils ont déjà subi. Ils ont aussi été aussi zélés que vous. Mais où sont-ils aujourd'hui? Alors, je vais vous laisser parler, répondre, et cela me permettra, au nom du peuple togolais, de vous répondre. Merci. Gilbert Bawara, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Samuel, c'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et ça fait plaisir de vous recevoir. J'ai donné le ton de sujet, mais peut-être avant d'entrer dans le vif de ces sujets, une question pour commencer. On sait que depuis quelques mois déjà, le Togo connaît une situation qui, au dire d'un certain nombre de personnes, a fait un peu douter le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la sérénité retrouvée dans la tête de l'État? On ne peut pas empêcher l'opinion, les citoyens, les observateurs nationaux et étrangers d'avoir une appréciation et une opinion par rapport à l'attitude du gouvernement face à la situation. Ce que moi je remarque, c'est que depuis le début de cette situation malencontreuse que notre pays a connue, s'inspirant de l'attitude du président de la République, l'ensemble du gouvernement, des autorités, y compris au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité, les sympathisants, les militants du parti et la grande majorité de nos concitoyens ont fait preuve de beaucoup de sérénité, beaucoup de retenue. Et donc, je voudrais vous dire que nous n'avons jamais été ébranlés. Bien entendu, il y a des situations qu'on aurait aimé qu'elles ne se produisent pas du tout. Parce qu'on voit les conséquences en termes de relations humaines, de ressentiment, de climat au sein de la société. On voit les dégâts sur le plan humain. Il y a des gens qui en sont morts, il y a eu des blessés. Les dégâts sur le plan matériel, sur le plan économique sont colossaux. L'année dernière, à la même période, beaucoup de nos concitoyens, commerçantes, commerçants, opérateurs économiques ont vu leur activité ralentir et se détériorer. Des conteneurs sont restés au port. Parfois, les rideaux d'un magasin sont restés fermés. C'est pourquoi je voudrais même profiter pour vous dire que, vous savez, quand on est face à une situation comme celle-ci, l'objectif du gouvernement n'est pas de se lancer dans des arguments contre arguments, dans une rhétorique, ou bien de se laisser guider uniquement par des enjeux de compétition politique et électorale. C'est d'avoir toujours à l'esprit, comme souci, le sort des citoyens
qui aspirent à la sérénité, à la tranquillité, qui veulent vaquer à leurs occupations, qui veulent aller faire leurs activités champêtres, commerciales, et tout ce qui concourt à animer la vie nationale, à animer la vie économique et commerciale. Et donc, c'est pourquoi, malgré les comportements, les agissements de nos frères et sœurs de l'opposition, le gouvernement a toujours gardé son calme, sa sérénité et le cap, en étant guidé par la vision et les objectifs que le président de la République a assignés. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous êtes quand même dit, quand il y a eu ce rebondissement à partir du 19 août 2017, que c'est le gouvernement qui est responsable parce qu'on a mis trop de temps, on a joué à ne pas faire l'essentiel, c'est-à-dire c'est les questions de réforme qui ont amené cela, alors qu'on avait toute l'attitude à les faire par le passé? Honnêtement, on peut dire qu'il y a eu des malentendus, des incompréhensions. Il faut l'admettre. Vous savez, quand on voit les conditions dans lesquelles le dialogue politique s'était déroulé en 2006, les perspectives que ce dialogue ouvrait avec l'ensemble des partis politiques qui avaient adhéré au dialogue, avaient signé l'accord politique global, personne n'aurait imaginé qu'ensuite l'UFC aurait eu l'attitude qu'elle a affichée. Un Premier ministre issu de l'opposition, qui aujourd'hui est dans la coalition, a dirigé le gouvernement de transition, organisé les élections législatives. 2007. Personne n'aurait imaginé qu'il soit défaillant et qu'il ne soit pas à la hauteur de ses responsabilités. Vous savez, il lui appartenait de veiller à ce que les propositions de réforme puissent être recueillies afin que le Parlement issu des élections législatives puisse procéder à leur mise en œuvre. Il n'a pas pu le faire, sans doute pas pour des raisons uniquement tenant à une incapacité de sa part, mais aussi le contexte et l'environnement politique. Je dis que l'attitude de l'UFC à l'époque, dirigée par nos frères et sœurs qui sont à l'ANC aujourd'hui, n'a pas aidé. Ensuite... Vous êtes en train de dédouaner le chef de l'État, c'est ça? Pas du tout. Je vous dis qu'il faut admettre qu'il y a une part de responsabilité que nous devons pouvoir assumer, qui peut être liée à un déficit de communication et d'explication de la vision que le président avait sur la question des réformes. Ok, monsieur Gilbert Bawara, il a mis en place je vais rapidement vous répondre avant de vous laisser continuer par, c'est pas délirer, je vais dire, parce que on vous a posé des questions simples. Des questions simples, mais vous êtes en train de vous livrer à c'est pas. Personne ne vous comprend, monsieur Bawara. Vous avez parlé des morts qu'il y a eu l'année passée, des magasins fermés, des conteneurs qui sont restés au port. Mais vous n'avez pas dit qui en est responsable. Au Togo, ceux qui sont morts, qui les a tués, qui a envoyé les miliciens dans les rues de Lomé, qui contrôle l'armée, qui s'est montrée vraiment méchante envers son propre peuple, qui contrôle l'armée. C'est toujours vous. Alors quand vous parlez de mort, il fallait au moins avoir le courage. Parce que comme vous savez parler du courage, avoir le courage et dire que nous avons été responsables parce que nous avons envoyé des miliciens, ils ont attaqué des gens, ils ont même voulu, c'est pas, ils ont coupé des appareils génitaux des gens. Ils ont sectionné ça. Ils ont tabassé des gens jusqu'à dans leur maison. Et tout ça là, vous voulez dire que bon, vous n'êtes nullement responsable. C'est là où ça devient un peu dangereux. Parce que vous avez accès c'est pas, aux télé, au plateau de télévision. Bon, vous vous rendez et vous allez là-bas, vous continuez, n'est-ce pas, par main. Quand est-ce que vous allez vous repentir? Ou bien vous repentir au nom du gouvernement que vous supportez? La crise qui est née depuis, qui est née depuis le mois d'août, les dégâts que vous avez causés sur les populations togolaises, ce n'est pas, les séquelles sont encore là. Vous avez fait des handicapés à vie. Vous avez, c'est pas causé la mort de beaucoup de personnes. Et tout ça là, ça ne vous dit rien. Vous
dites que les réformes n'ont pas été faites depuis 2006 parce qu'il y a eu un premier ministre issu de l'opposition qui n'a pas été à la hauteur de tout. S'il vous plaît, give me a break. Est-ce que vous avez voulu faire des réformes? Est-ce qu'il fallait attendre ce gouvernement de transition? Depuis que ce gouvernement-là a été séparé aux affaires ou bien a été dissous après les élections de 2007, ça fait combien d'années entre 2007 et 2018? Ça fait combien d'années? Et vous êtes là en train de parler d'un gouvernement qui n'a duré qu'une seule année. De 2007 à 2008, c'est fini. Et tout ce temps-là que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez attendu pour faire les réformes? Le journaliste vous dit, c'est parce que vous avez traîné sur les réformes que la crise est née. Et vous ne voulez pas le reconnaître aussi. Finalement, où est-ce que nous allons avec ça, M. Bawara? Non, s'il vous plaît, quand même. Ayez pitié de vous-même. Et ensuite, ayez pitié de ce peuple. Vous êtes en train de commettre des crimes contre ce peuple-là. À cause de votre obstination à demeurer au pouvoir à vie, les gens sont en train de mourir. On exerce des violences inutiles sur les pauvres populations. Les gens ne vaquent plus librement à leurs occupations dans les villes. Vous assiégez les villes pour pouvoir garder votre pouvoir. Vous terrorisez les populations afin de vous laisser tranquille pour gérer votre pouvoir mal acquis. C'est ça l'enjeu au Togo. Et vous le sachez, vous le comprenez très bien, vous le savez très bien. Et si vous ne le sachez pas, je ne sais pas, s'il vous plaît. Sachez-le quand même, monsieur. Alors, monsieur Bawara, ce n'est pas sérieux. Il faut quand même essayer d'écouter ce peuple-là. Vous êtes en train de vouloir forcer des élections. Des élections où vous savez qu'au moins la transparence n'est pas acquise. Mais vous y foncez parce que vous avez l'armée, comme vous l'avez fait aujourd'hui. N'avez-vous pas sorti encore des militaires pour boucler les rues? Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai dit que le peuple déterminé n'a point d'oreille. Le peuple déterminé n'a point d'oreille. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Le peuple togolais ne se laissera pas faire. Vos élections, en tout cas, réfléchissez-y. Je vais continuer par vous suivre. Peut-être qu'il y aura encore d'autres réponses. Merci. Sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques et désigner des personnalités pour faire ce travail. Son souci était non pas seulement de se concentrer sur les points qui intéressent les acteurs politiques, la limitation des mandats, le mode de scrutin, mais de parcourir notre histoire, de regarder tout ce qui a pu alimenter l'antagonisme, des difficultés depuis les années 58 et même depuis les années 46, et de voir si, une fois pour toutes, dans la sérénité et dans un esprit d'ouverture et de consensus, nous ne pouvons pas procéder à une refonte en profondeur de la Constitution. C'était ça l'objectif de la Commission. Malheureusement, tous les partis et acteurs politiques n'ont pas accepté d'adhérer à cette initiative. Mais comme je l'ai dit, peut-être que nous, on n'a pas suffisamment expliqué le sens et les objectifs qui étaient poursuivis. Et certains ont pu considérer que nous étions dans une stratégie dilatoire, que nous n'étions pas animés par la volonté des réformes. Mais il y a quand même aussi des actions, des mesures qui ont été entreprises sous l'impulsion et l'autorité du président de la République avec la majorité actuelle ou la précédente majorité qui illustre de l'engagement et de la volonté du président de la République. Je voudrais mentionner pour cela juin 2014, lorsque nous avons discuté sous l'autorité de Monseigneur Bariga, et qu'il est apparu qu'on pourrait s'entendre à condition qu'il y ait un pas de part et d'autre. Que, par exemple,
le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. À l'époque, il y a eu toujours des regroupements. Hein. Ça vient, ça naît, ça disparaît. Alors, il était possible de s'accorder pour modifier la Constitution sur le projet que le gouvernement avait envoyé. Le président avait pris des initiatives. Nous avions été informés, certains partenaires à Bruxelles, à Paris, du contenu des réformes que le président voulait mettre en œuvre à l'époque. Et nous avions espéré que l'opposition pourrait adhérer. Mais quel était le langage de M. Jean-Pierre Fabre et de l'ANC? Que toute réforme qui se traduirait par la possibilité pour le président Faure de se représenter à nouveau comme candidat en 2015, il ne s'y associerait pas. La réalité, c'est que c'est à cause de cette position et leur refus d'adhérer à l'ouverture prônée et démontrée par la majorité que cette réforme n'a pas été adoptée. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train de dire que raisonnement, monsieur le ministre, la majorité, ça c'est un raisonnement à l'envers. Alors vous nous dites que c'est parce que les autres ont refusé que si Faure ne devait encore se présenter aux élections, ça ne valait pas la peine que vous continuez par refuser de faire les réformes. Alors, lorsque le constitutionnaliste sénégalais, M. Fall, vous a présenté le projet à la demande de la CEDEAO, c'est Jean-Pierre Fabre qui vous a dit aussi de ne pas l'adopter? S'il vous plaît. Vous pensez que les gens sont des... Qu'est-ce que vous prenez des Togolais pour quoi? Pour qui? Pour des idiots, c'est ça? Alors vous pouvez dire n'importe quoi. L'histoire du Togo, comme vous la décrivez, tout le monde la connaît. Vous êtes en train de parler des années 46-58. Alors vous voulez nous dire que Faure refuse de respecter les mandats, la limitation des mandats, parce qu'il s'approche à une histoire. Je vais vous raconter l'histoire que nous connaissons du Togo. Le Togo a eu son indépendance en 1960 officiellement, sous la houlette de Sylvanus Olympio. Et en 1963, Gnassingbé Eyadema l'a assassiné. C'est le papa à votre champion. Et tout ce qui s'est passé après, tout le monde, c'est ça. C'est pas tout le monde quand même est au parfum de cela. La suite de l'histoire est suite de tout le monde. Alors, de quelle histoire M. Barra veut parler au Togolais? C'est l'histoire que nous avons. Alors, dans cette commission-là, est-ce que vous avez nié qu'il y a eu assassinat d'un président? Et donc, supposons que vous vouliez tenir compte, n'est-ce pas? Vous voudriez tenir compte de cette histoire-là. Vous voulez que le fils de celui-là qui a assassiné le président continue d'être président? Est-ce qu'il y a justice là-bas? C'est ça le problème. Vous voulez tenir compte de l'histoire. Tenez compte de cette histoire et considérez tout ce qui s'est passé pour construire cette histoire togolaise-là. Je vais vous poser deux questions seulement. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas de... comment l'appelle-t-on? Qu'avez-vous fait du rapport de la commission de la CVJR de Monseigneur Bariga? Vous parlez de 2006. Et le rapport de Ashkroun, de Mme Nana Awa. Qu'est-ce que vous en avez fait? Tout ça là se trouve dans vos tiroirs. Pourtant, c'est vous qui avez commandé cette commission-là. Vous avez créé cette commission-là. Vous avez mis cette commission-là sur pied. Vous avez payé les gens qui devaient siéger dans ces commissions-là. Ils ont fait leur travail. Ils vous ont remis ces travaux-là. Et vous avez mis ces travaux-là dans vos tiroirs. C'est tout. Alors, vous voulez rejeter la responsabilité de la non-réalisation des réformes sur les autres. Pourtant, vous ne pouvez pas convaincre qui que ce soit, puisque les faits sont là et sont têtus. Ça, ce n'est pas une histoire lointaine. On n'a pas besoin de retourner en 1946 pour retrouver ceux-là qui ont participé à ces commissions-là, ou pour retrouver celui-là qui a commandé ces commissions-là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Le Togolais a tout donné. Il a été patient, jusqu'au point où vous considérez qu'il est bête. C'est ce que vous dites au monde entier. Nous, notre peuple, c'est un peuple docile, mouton. Il suffit de l'effrayer avec les soldats. Il va se taire, il va encaisser tout.
Mais je vous préviens, M. Bawara, le peuple togolais n'est plus le peuple que vous croyez être. Il va s'opposer par tous les moyens légaux à vos forfaitures. Ça, soyez-en sûrs. Il va plus se taire. Il va plus se taire. Il va plus croiser les bras. C'est fini. La détermination est là. Et nous allons continuer la résistance. Nous allons continuer. Nous ne pouvons pas vous laisser quand même. Vous ne pouvez pas être des criminels et des victimes à la fois. S'il y a des victimes, c'est parce qu'il y a des criminels. Et c'est le peuple togolais qui est victime ici. La victime, c'est le peuple togolais. Et les criminels, c'est vous. Le petit groupe là qui refuse d'entendre raison. Vous voulez tout. Vous êtes un groupe d'extrémistes. Parce que vous voulez avoir tout ou rien. Vous ne voulez rien partager avec les autres. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Nous allons prendre... Nous continuons. Tout serait bloqué si on évoque la situation du chef de l'État, c'est ça? Non, non, pas du tout. La question, c'est une question de règles. Monsieur Niaoui, quand j'étais en première année de droit, on nous a appris que la loi, c'est une règle générale et impersonnelle, qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes et de situations. Nous n'avons jamais fait de fixation sur la candidature de qui que ce soit. Nous disons tout simplement qu'il faut opérer des réformes constitutionnelles dans le respect des règles et des principes de la démocratie et des principes juridiques universels. Vous savez, le président de la Cour constitutionnelle l'a dit cette semaine, c'est une réalité. Le principe de non-rétroactivité est une garantie fondamentale, y compris pour le citoyen. C'est un élément essentiel de la sécurité juridique. Bien entendu, lorsque les conditions sont réunies et qu'il y a un consensus à ce propos, une loi peut expressément prévoir sa rétroactivité ou le moment de son application. Alors, sinon, les principes généraux s'appliquent. Et ensuite, les cours constitutionnels ont la responsabilité d'interpréter et de faire appliquer les constitutions. Alors, que des gens, pour des raisons qui leur sont propres, peut-être parce qu'ils utilisent cela comme un fonds de commerce, parce que c'est un facteur de ralliement de leur électorat ou par égoïsme. C'est la lecture que vous en faites? C'est mon sentiment et je peux me tromper. Je dis tout simplement que je n'ai pas, en tout cas je n'ai pas le sentiment, et beaucoup de citoyens ont le sentiment, qu'après avoir tenu les discours que M. Jean-Pierre Fabre et l'ANC ont tenus en juin 2014, et ensuite se présenter à l'élection présidentielle de 2015, alors que M. Faure-Gnassingbé était encore candidat, je crois que vous situez rapidement où se situent les incohérences et les contradictions. Alors, en tout cas, même si certains assument ça clairement qu'on peut être faire une chose et son contraire. Nous avons toujours préféré être vraiment consistants, cohérents et avoir à l'esprit l'intérêt du pays et la situation de la population. Alors, en tout cas, Monsieur le ministre, c'est cette situation, cette incapacité, il faut le dire, pour les deux camps à s'entendre sur les réformes qui ont conduit à la crise. Et puis, finalement, on est arrivé à la feuille de route de la CEDEAO. Cette feuille de route, le 31 juillet, Monsieur le ministre, tout le monde s'était dit, ouf, on tient le bon bout. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le gouvernement qui n'a pas voulu accepter la feuille de route en l'état, ou c'est la coalition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je ne crois pas que si on devait jeter des anathèmes et stigmatiser tel ou tel acteur ou tel camp, que ça aiderait le pays à avancer. Mais vous êtes deux protagonistes. C'est vrai que les Togolais aiment beaucoup les débats, les polémiques, et tout le monde s'est improvisé spécialiste de la feuille de route. Mais combien d'entre nous avons lu cette feuille de route? Moi, j'ai la chance d'avoir été aux côtés du président de la République dans le huis clos des chefs d'État. Donc, non seulement je connais la feuille de route, mais je connais le contexte dans lequel le débat a eu lieu et les dispositions ont été forgées. Qu'entend-on par feuille de route? La feuille de route, c'est essentiellement les décisions et les recommandations des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, en date du 31 juillet 2018 à Lomé, concernant la situation sociopolitique au Togo.
Et ces décisions et recommandations sont axées sur 4 ou 5 points. Le premier point, c'est l'organisation des élections législatives le 18 décembre 2018 sur la base d'une révision intégrale du fichier électoral, c'est-à-dire le 20 décembre 2018. Oui. Sur la base d'une révision intégrale du fichier électoral, c'est-à-dire un nouveau recensement, avec l'appui et l'accompagnement de la CEDEAO. Le deuxième point concerne la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, en particulier sur les 3 points qui ont été évoqués, le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle sur 2 aspects, à savoir la composition de cette Cour et le nombre de mandats de ses membres. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point concerne la poursuite des mesures d'apaisement et de confiance, en faisant en sorte que les procédures judiciaires à l'encontre des personnes qui ont été interpellées, non pas parce qu'elles avaient participé à des activités politiques ou à des manifestations, mais parce qu'elles avaient posé des actes punis par la loi, qu'elles avaient commis des infractions, posé des actes de violence, des exactions, et qu'il fallait accélérer les procédures judiciaires et ensuite envisager des mesures de clémence additionnelles en leur faveur. Le quatrième point concerne la possibilité pour les Togolais résidant à l'étranger de voter sur leur lieu de résidence. Et le quatrième point, et non des moindres, c'est le strict respect de la Constitution. Voilà les 5 points qui sont dans la feuille de route. Maintenant, si vous prenez les points un à un. Est-ce que d'abord ces points, c'est un bloc ou non, si vous lisez, je vous ai amené le document paraphé, le communiqué paraphé de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'à ce propos, il y a eu aussi des polémiques. Des polémiques, bien sûr. Exactement, paraphé de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et cela vous permettra aussi d'aider à édifier nos concitoyens. Parce que tout est dit. Chacun s'improvise spécialiste de la feuille de route, dit son interprétation. Ce n'est pas le cas. Maintenant, si nous prenons les 5 points un à un, d'abord, le strict respect de la Constitution, c'est un principe qui a été affirmé et réitéré par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO depuis le sommet d'Abuja, le 16 décembre 2017. Lors du sommet à Lomé, le 14 avril 2018, lorsqu'a été instituée la double facilitation, le cadre et l'esprit dans lequel doivent s'opérer des compromis et doivent être mis en œuvre des mesures et des actions en vue de la résolution pacifique et durable de la situation que nous vivons ont été clairement définis. Qu'il faut le faire dans le strict respect de la Constitution et des institutions togolaises. Monsieur Bawara, Maintenant, vous parlez de quelle constitution? La constitution que vous avez charcutée, c'est pas qui n'est plus une constitution. Vous continuez par appeler ça constitution? Non, monsieur Bawara. Elle n'en est pas une. Parce que c'est fini, vous avez déjà enlevé toute substance de cette constitution-là et vous continuez par parler de ça. Quand ça vous arrange, vous vous rabattez à la constitution. Quand ça ne vous arrange pas, vous mettez ça de côté. On vous a demandé, est-ce que la feuille de route a été mise en œuvre? Est-ce que la feuille de route a été mise en œuvre? 3 fois de suite, est-ce que la feuille de route a été mise en œuvre? Et maintenant, vous nous livrez un discours creux et qui ne dit rien, qui ne donne pas de réponse. On vous a parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Est-ce que vous avez opéré ces réformes-là, oui ou non? Dites oui ou non. La recomposition de la Cour constitutionnelle, ça a été fait. La révision consensuelle des listes électorales, ça a été fait d'ailleurs. Je pense en début novembre. Vous avez recruté 2 experts d'audit du fichier électoral. Ils sont passés où?
les Togolais attendent les résultats de leur travail. Mais leur travail n'est pas encore terminé. Les résultats n'ont pas encore été publiés et vous affichez les listes. Vous forcez à aller aux élections. Alors, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit que le fichier est propre, il peut être utilisé pour des élections libres et crédibles, ou bien ils vous ont dit de reprendre le recensement. C'est tout ça là qui fait un peu problème, M. Bawara. Et donc, c'est tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de dire des contre-vérités. Et ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à provoquer les gens avec des mensonges. Ce n'est pas bon. Tous les Togolais sont là, ils sont présents, ils ont vécu tout. Du 31 juillet 2018 à aujourd'hui, nous sommes tous là. Ce que la feuille de route a dit est là. Et on vous demande si vous avez appliqué ces points-là, vous avez mis ça en œuvre, mais au lieu de répondre par oui ou non, vous vous livrez, n'est-ce pas, à des discours qui ne finissent pas. Alors, M. Bawara, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes sincère dans ce que vous dites? Parce que je me demande si le RPT UNIR a vraiment, c'est pas sûr que c'est parce que vous pouvez mentir qu'on vous met devant, ou bien on vous met devant parce qu'on n'a personne. Ça, il faut qu'on se le dise, parce que je sais qu'il y a des gens qui pourront quand même avoir froid aux yeux par rapport aux mensonges. Mais vous, ce n'est pas possible. Et vous parlez d'ailleurs avec désinvolture, parce que vous comptez sur la force brute. Vous avez l'armée, elle va sortir pour s'attaquer aux pauvres citoyens. Un soldat qui tape sur un innocent qui ne réagit pas et qui n'arrête pas de les taper, ça, on ne peut plus appeler ça soldat républicain. Ça devient une milice. Parce que la milice est faite pour tuer, est faite pour tuer. La milice, c'est son travail. Et quand nos soldats tapent comme ça, elle devient une milice. C'est grave. Vous avez transformé, vous salissez les notes d'une armée qui pourtant, qui va à l'extérieur, les gens l'apprécient. Et vous avez embrigadé cette armée-là, vous avez choisi un petit groupe, ou bien vous l'avez infiltré par des milices. Et pour commettre des crimes au nom de l'armée. C'est pourquoi nous demandons à cette armée-là de vous dénoncer et de rejeter ça, parce que on salit votre nom. Il ne faut pas laisser les autres manger du vivant avec vos bouches. Ce n'est pas normal. Ce petit groupe-là qui sort, qui maltraite, qui fait tout, et c'est toujours les mêmes personnes. On les voit, on les connaît. C'est une milice qui a infiltré l'armée togolaise. Et ça, M. Bawara, il ne faut pas envoyer les enfants de trucs comme ça. Il ne faut pas. Mais c'est sur ça que vous comptez pour continuer par foncer droit dans le mur. Vous avez dit à la CEDEAO, notre peuple, on le connaît, il suffit de sortir nos miliciens habillés en tenue militaire, la population va se taire, nous allons faire ce que nous voulons. Continuez par faire ce que vous voulez. Allez-y. Vous avez le vent en poupe, allez-y. Continuez. Comme ça, vous allez rester éternellement sur cette terre. Vous n'allez pas mourir. Vous allez y rester éternellement. Vous êtes venus pour y rester. Restez-y. Quelle méchanceté. Après tout ce que le peuple a subi là, ça ne vous dit rien? Et si vous, dans votre parti, dans le RPT UNIR, vos parents vous ont maudit, ils vous ont dit que vous ne pouvez jamais être président de la République, les autres Togolais, les parents les ont bénis. Ils veulent que leurs fils aussi deviennent présidents. Vous avez déjà démissionné dans votre parti.
Si ce n'est pas la famille Gnassingbé, il n'y a personne. Parce que vos parents vous ont dit, vous ne pouvez jamais être président. Mais les autres Togolais, la majorité, les 98% des Togolais, depuis accueillis, en allant à Néon, à 5 à 6 autres, ils veulent aussi gérer leur pays. Ils ne sont pas maudits. Ils sont bénis par leurs parents. Et leurs parents souhaitent aussi voir leurs fils, leurs filles aussi gérer le pays. Mais vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes ministre, bon c'est fini, ministre à vie, vous ne recherchez plus rien. Parce que l'argent est là gratuitement, vous ne payez ni loyer, vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas l'eau, vous ne payez rien. Pendant ce temps, les pauvres paysans sont en train de souffrir. Ça ne vous dit rien? Vous avez quoi à la place de vos cœurs? S'il vous plaît. Quand même. Monsieur Bawara, qu'est-ce que vous avez à la place de votre cœur? Qu'est-ce que vous ne sentez pas? Et c'est vous qu'on envoie pour venir encore enfoncer le clou. Après avoir fait du mal au peuple, vous venez, vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez du peuple togolais à travers les propos que vous tenez. Parce que quand vous mentez comme ça, ça fait mal. Ce n'est pas sérieux. On vous dit de faire les réformes, ça aussi c'est difficile ça. Parce qu'on ne veut pas que votre champion... Bon, qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Vous avez démissionné. Laissez les autres tenter leur chance. Le Togo n'appartient pas n'appartient pas à ce groupe-là dont vous êtes membre. Le Togo, c'est pour tous les Togolais, M. Bawara. C'est là où nous sommes arrivés. On ne comprend plus rien. On dirait que vous avez perdu raison. De tout ce qui s'est dit là, toutes les communautés du Togo, tout le peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde crie et vous faites la sourde oreille. Vous voulez regarder la campagne que vous venez d'ouvrir. Combien ça, c'est une ambiance de campagne, ça? Vous avez vu même Akara, où par le passé, c'est votre fille. Vous avez vu combien vous avez pu transporter malgré l'argent que vous distribuez. Les jeunes ne veulent plus s'associer à vous. Ils sont fatigués de vous accompagner dans votre commission de crime. Ils ne veulent plus de vous. Et pourtant, vous n'entendez pas quitter. Continuez, allez-y. On vous souhaite bon vent et bonne mer. Vous pouvez déterminer l'attitude des uns et des autres. On prend le processus électoral. La conférence a tenu compte du fait qu'il y avait des préparatifs déjà en cours. Oui. A validé ces préparatifs. Parce que dans le communiqué, il est dit, à propos du recensement électoral, qu'il faut accélérer le recensement électoral. Ce qui signifie que ce recensement avait déjà commencé. Quand bien même nous avions à un moment suspendu les activités dans un souci d'apaisement et pour préserver la sérénité, on ne peut pas empêcher à un État de fonctionner normalement. Ou on ne peut pas dans un État dire certaines institutions et certains organes peuvent fonctionner, s'acquitter de leurs responsabilités et d'autres ne doivent pas le faire. Alors donc, c'est pour dire, dès le lendemain de la conférence des chefs d'État, nous aurions pu travailler ensemble pour poursuivre la préparation des élections. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que le gouvernement a cherché à agir. D'abord à travers des contacts, des échanges informels, pour réaffirmer notre volonté et notre disponibilité à nos frères et sœurs de l'opposition, qu'il serait souhaitable que nous puissions échanger, voir comment nous allons mettre en œuvre de manière concertée et consensuelle la feuille de route de la CEDEAO. Et de manière beaucoup plus formelle, à travers des invitations lancées pour que nous puissions discuter. Ils ont refusé. Les préparatifs ont continué. Toutes les initiatives, y compris les recommandations qui ont été préconisées par les facilitateurs ou le comité de suivi pour régler les difficultés qui sont apparues, n'ont jamais été respectées par
La coalition. La coalition. Je prends le dernier exemple, c'est la réunion que nous avons eue et les échanges à Conakry. Nous n'avons jamais à Conakry eu d'échange direct avec la coalition. Le facilitateur nous a reçus à 2 reprises et à la fin des discussions, il nous a dit que la conclusion qu'il en tire, après concertation avec l'autre facilitateur, le président ghanéen, et consultation avec d'autres chefs d'État de la sous-région, c'est qu'il faudrait faire un effort sur 2 points essentiels. D'abord sur la CENI. Il faudrait encourager, exhorter l'UFC à se retirer de la CENI au profit d'un autre parti parlementaire, membre de la coalition. Et la deuxième recommandation concernait l'examen de la possibilité de proroger exceptionnellement le recensement électoral pour 3 jours. Le facilitateur avait d'ailleurs l'habitude de dire 72 heures. C'est lui qui a décidé, c'est ça? Mais bien sûr. Cela est d'ailleurs constaté et consacré dans le communiqué que les 2 facilitateurs ont publié le 9. Et qui a aussi, dans un premier temps, suscité un certain... avant que les gens n'admettent que c'est... Effectivement, c'est ça. Alors, nous avons... Les discussions ont eu lieu du 3 au 6 novembre. Dès le 8 novembre, le gouvernement et sa majorité ont tout fait pour changer la donne au niveau de la CENI. Monsieur Pedro Amouzou a été élu en remplacement de monsieur Omao. Et dès le 9, un communiqué a été publié indiquant que le gouvernement va consentir des moyens et ressources matérielles et financières supplémentaires pour permettre à la CENI d'organiser 3 jours supplémentaires de recensement électoral les 16, 17 et 18 novembre. Alors, M. Bawara, qu'est-ce qui vous fait courir? Vous avez pris 2 semaines, ou bien plus de 2 semaines pour organiser un recensement, où vous avez pu enrôler des enfants, des bébés et des étrangers. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de donner du temps à la majorité des Togolais de se faire inscrire, vous dites 3 jours. S'il vous plaît. 3 jours, vous savez vraiment que vous croyez vraiment que 3 jours vont suffire pour un recensement digne de ce nom? C'est là où votre mauvaise foi revient au galop. Vous avez beau faire de vouloir la renier, mais elle vous rattrape. Parce que ça, c'est faire signe vraiment de mauvaise foi, assorti de méchanceté cruelle. Mais vous donnez 3 jours pour 4-5 millions de Togolais, alors que vous avez pris 2 semaines pour recenser 2 millions et quelques. C'est là où la question se pose. Et heureusement que tout le monde vous a vu. Vos facilitateurs que vous énoncez ça et là, là-bas, Dieu seul sait. Et si c'est par leur complicité que vous êtes en train d'agir, ils seront rattrapés par leur comportement. Parce que si le peuple togolais a accepté ce qu'ils ont proposé, c'est parce qu'ils leur ont fait confiance. C'est parce que le peuple leur a fait confiance. Mais si cette confiance a été trahie, comme nous sommes en train malheureusement de le constater, parce que vous venez de le confirmer. Parce que jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à accepter que c'est le facilitateur Condé qui a recommandé 3 jours de recensement. Alors que quand lui, il était dans l'opposition là-bas, on lui donnait 1 mois, il refusait. En tout cas, moi, je dis que si après tout ce qui s'est passé, après les tueries que vous avez occasionnées, après les bastonnades, après les destructions des familles que vous avez occasionnées, vous arrivez à vous maintenir au pouvoir, nous n'allons pas nous en prendre à Condé. Parce que Condé n'est pas togolais. Il ne sent pas le mal que vous faites aux Togolais. Ça revient au peuple togolais. C'est d'ailleurs ici de m'adresser à la jeunesse togolaise. Que si après tout ça là, des Bawara comme ça continuent par produire leur baorerie au Togo, mais c'est grave. C'est grave. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont combien devant le peuple togolais? Ils sont combien? C'est des gens qu'il faut renvoyer, il faut dégager ces gens-là. Ils sont en train d'empirer le crime.
Ce n'est pas sérieux. Des gens qui ont juré qu'ils ne vont jamais quitter le pouvoir aussi longtemps qu'ils seront en vie. Et vous allez aller raisonner ces gens-là? Non. Les autres peuples se sont libérés. Ils avaient eu des gens plus cruels que ça. Mais leur détermination est venue à bout de leur bourreau. Et je pense que le peuple togolais, tu en es capable. Ça, je suis sûr, tu peux le faire. Il faut te poser par tous les moyens à ces gens-là. Parce que ces gens-là ne te veulent pas du bien. Ils veulent ton malheur. Ils sont d'ailleurs en train de propager le malheur dans tes maisons et dans tes familles. Peuple togolais, c'est à toi de répondre à Bawara. C'est à toi de dire à Bawara que trop de mal, ce n'est pas bon. C'est à toi de le lui dire et de lui dire, enfin, tu es fatigué, tu ne peux plus supporter, qu'il faut qu'il se dégage. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas sérieux. Dans quel pays vous avez vu ça? Leur attitude. C'est pour vous dire que les gens sont plutôt dans une posture et dans des stratégies qui ne changeraient pas, peu importe ce que le gouvernement et sa majorité feraient. Mais de l'autre côté, la coalition estime que pour la question de la CENI, c'est vrai que les 8 ont été obtenus, mais la tête de la CENI aujourd'hui, on sait que depuis que l'histoire des CENI a commencé, la majorité tient à la présidence. Pourquoi cette fois vous ne lâcheriez pas la présidence pour une personnalité neutre, fût-elle étrangère, pour diriger, pour qu'on y voit plus clair, monsieur le ministre? Deux choses. Moi, je considère, et j'ai parfois partagé ça avec certains amis de la coalition, que même quand il y avait un consensus sur 7, sur 8, il aurait été plus judicieux que les 7 puissent rejoindre la CENI, contribuer au processus et éventuellement identifier les anomalies ou les carences et insuffisances qu'ils ont toujours proclamées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant la présidente de la CENI. S'ils sont à la CENI et qu'ils invoquent des problèmes, ce sera un débat interne à la CENI. On n'a empêché personne de débattre de quelques problèmes que ce soit au niveau de la CENI. Je vous en prie, monsieur Bawara, c'est là où je dis que tout ce que vous dites est mensonge. Vous avez oublié en 2015, quand Tabiou était président de la CENI, après les élections présidentielles, qu'est-ce qui s'est passé à la CENI? Vous n'avez pas amené l'armée pour empêcher aux autres membres, Pedro Amouzou et autres Avanchi, d'intégrer, de rentrer dans la salle où devaient se proclamer les résultats? Vous les avez chassés à coups de fusil. Et M. Tabiou seul a proclamé les résultats en titubant. Parce que vous veniez de lui remettre un papier avec les résultats fabriqués qui n'ont rien à voir avec les vrais résultats ici des urnes. Vous dites, bon, ils n'ont qu'à venir, comme si, bon, on travaillait à la CENI de façon... Même M. Omao, votre allié, il a reconnu. Il a reconnu qu'à la CENI, ce n'est pas la démocratie. Les décisions sont faites ailleurs, sont prises ailleurs. Et elles viennent, c'est pas à la CENI comme ça, on les met en œuvre. C'est ça le problème. S'il y avait une confiance comme dans les autres pays, au Ghana, au Bénin, où la CENI est technique, est-ce que les gens vont se plaindre de la CENI? Vous avez eu l'habitude de transformer, de changer les résultats des urnes. C'est tout le problème. Et on vous a dit, les journalistes vous demandent pourquoi, depuis le début de l'histoire, depuis le début des élections, l'histoire des élections au Togo, la CENI a toujours été dans les mains du pouvoir. Pourquoi vous ne lâcherez pas un peu au profit, au moins, ne serait-ce que amener une personnalité neutre pour diriger? Est-ce que vous avez pu donner une réponse à cette question? Non. Parce que vous pensez que sans la CENI, dans vos mains, vous n'allez pas gagner les élections. Le Togolais vous a vomi.
On crispe sur vous. Vous voyez, quand vous partez, vous passez, c'est les mouches qui vous suivent. On dirait des déchets. Vous avez vu qui vous embrasse. Et tout ça, là, ça ne vous dit rien. C'est pourquoi je vous ai demandé, qu'est-ce que vous avez à la place du cœur? C'est une pierre? Cela ne me étonnerait pas. Puisque c'est comme si, bon, pas, vous êtes un robot, vous n'avez pas de sentiments. Pendant que nous, on pleure du malheur que vous êtes en train de répandre, désormais les religieux, les catholiques ont pleuré. Les églises évangéliques ont pleuré. Les protestants, les musulmans, tout le monde a pleuré, toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales sont en train de pleurer. Et vous, ça ne vous dit rien. Quelle méchanceté. C'est ça notre problème. On n'a pas de problème, c'est vous notre problème. Il suffit d'accepter ce que le peuple veut, c'est fini, le problème est résolu. Aujourd'hui, vous écoutez des audios dans toutes les langues du Togo, où les gens vous désavouent. Et tout ça, là, ça ne vous dit rien. Alors, la question qu'on peut vous poser, c'est que, qu'est-ce que vous avez à la place du cœur? Parce que ce n'est plus une question de politique ici. C'est une question de dignité humaine. Est-ce que vous en avez une? S'il vous plaît. Parce que quand vous avilissez l'autre, vous subissez le même sort. Lorsque vous tentez d'enlever la dignité à l'autre, à l'humain, vous devenez de plus en plus indigne. C'est ce qui vous arrive peut-être, parce que vous avez commis trop tellement que vous n'êtes plus capable de dire dignité possible. C'est pas possible. Et là, c'est sérieux, M. Bawara. Dire que vous pouvez vous permettre de sortir encore pour défendre tout ça là, quelle indignité. En tout cas, je vais m'arrêter ici parce que ça devient de trop. C'est énervant d'ailleurs de continuer par vous suivre. Ce n'est pas sérieux. De toute façon, j'ai dit que le peuple togolais ne va plus se laisser faire. Ça, ce que vous avez dit à la CEDEAO, le défi que vous avez lancé à la CEDEAO, c'est à vous d'aller l'expliquer encore, le réexpliquer, parce que vous avez dit que votre peuple, c'est un peuple docile. Il suffit de sortir l'armée, il va retourner dans les maisons et vous allez faire ce que vous voulez. On attend de voir si vous allez réussir votre pari. Je vous remercie. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. De la planète Terre. Vous allez les voir, ces individus sont connus de tout le monde. Ils sont les fossoyeurs de la République, les méchants de la République. Vous les voyez, ils sont trois. Christophe Tchao, c'est lui le président du groupe parlementaire RPT UNIR EFC. Et vous avez au milieu Boukessi, le ministre de l'Intérieur, qui se permet d'interdire les marches, les manifestations de l'opposition, alors qu'il permet celle du RPT UNIR, n'est-ce pas, de vaquer librement. Et vous avez le ministre Bawara, ministre de la fonction publique, le porte-parole du gouvernement, le gars qui vraiment tient en haleine dans ses contre-vérités les téléspectateurs de temps en temps. Alors ces trois personnalités ont été élues, mauvaise personnalité de la semaine, à cause de ce qu'elles ont fait cette semaine, dans le sens de, c'est pas, dans le sens du renforcement de la dictature.
et du bafouement des intérêts et des droits les plus élémentaires du peuple togolais. Donc ces personnalités sont nommées, désignées personnalités les plus mouvantes de la semaine. Alors, il ne peut pas y avoir des personnalités les plus mauvaises de la semaine sans meilleures personnalités de la semaine. Et les meilleures personnalités de cette semaine, c'est tous les membres de la C14, les membres de tous les partis, les dirigeants de la C14, ainsi que tout le peuple togolais qui continue par se battre. Une mention spéciale pour la jeunesse togolaise qui a pu défier, qui a pu braver l'interdiction de Boukwesi aujourd'hui pour organiser la caravane en vue de préparer les manifestations des jours à venir. C'est une jeunesse combattante qui est debout, une jeunesse qui a promis de ne plus se laisser compter. Alors il faut compter avec elle puisque c'est son avenir qui se joue. Puisque cette jeunesse n'a d'ailleurs rien à perdre, puisqu'elle n'a rien. Alors, coup de chapeau pour cette jeunesse-là, et elle est élue personnalité, la meilleure personnalité de la semaine. À présent, nous allons vous souhaiter bonsoir et à jeudi prochain. Merci.